Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, je refais un petit mot de bienvenue hein, pour les derniers arrivés. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire en éco-conception, co-organisé par Écosystème et le pôle éco-conception. Saison 2, épisode 3. Et enfin, voilà, vous l'avez beaucoup demandé, on va discuter du recyclage des parties électroniques et en particulier de la place des métaux critiques dans la filière des 3E. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui avait été sollicité. Jusqu'à présent, on avait pas mal traité des plastiques, des autres types de recyclage. Et là, on va rentrer dans la partie électronique. Le dernier webinaire qu'on avait fait était plutôt sur piles et autres accumulateurs, etc. Donc, je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis directeur du pôle éco-conception, qui est centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Et donc, on va travailler aujourd'hui, discuter. On a un certain nombre d'intervenants qui vont nous rejoindre juste après pour discuter de ces métaux critiques. Alors, je relis un petit peu le résumé qu'on s'était donné. Hein, c'était qu'ils soient de base précieux, stratégiques ou critiques, les métaux ont une place importante. Hein, on le sait aujourd'hui dans les biens d'équipement électrique et électronique, et en particulier dans leurs composants. Ils peuvent être présents en grande quantité pour certains, alors on va parler du fer, aluminium, cuivre, ou à des très faibles concentrations, or, platinoïdes, tantale, les terres rares, etc. Je ne les connais pas par cœur, mais on verra, on aura un focus particulier là-dessus. Ces derniers, majoritairement présents dans les cartes électroniques ou autres petits composants des biens d'équipement électronique, nécessitent très souvent un traitement particulier. Et là, on regardera d'un point de vue industriel où est-ce qu'on en est et on aura un super témoignage sur la manière de les récupérer. Donc, ce webinaire est l'occasion de revenir sur ces concepts et définitions qu'entourent ces métaux, leur lien dans la filière des 3E, et nous aborderons aussi les matériaux dans le prisme du recyclage, que ce soit en amont ou en aval. Un sujet qui est vraiment d'actualité dans cette période de crise et de tension sur les matières. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Alice Bizouard, donc experte, alors si tu peux nous rejoindre en environnement, référente sur la maîtrise des données et de la traçabilité chez Écosystème. Donc je rappelle, hein, Écosystème, c'est un éco-organisme à but non lucratif qui est agréé par les pouvoirs publics et qui exerce une mission d'intérêt général. Donc Écosystème, tu me corriges, Alice, hein, moi j'avais noté, coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, plus les petits extincteurs ou les extincteurs, petits extincteurs en fin de vie. Salut Alice. C'est tout à fait ça. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir co-organisé avec moi ce webinaire. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus là, sur cette fonction, traçabilité, maîtrise des données, etc. Oui, donc moi je suis expert environnement, comme tu l'as dit, à direction de la performance environnementale. En fait, j'ai 2 casquettes, donc effectivement, je suis référente du pôle maîtrise des données et traçabilité, et en fait, ce que ça veut dire, c'est dans ce pôle, on va monitorer la performance de recyclage des centres de traitement, regarder leur taux de recyclage, de valorisation, et étudier toute la filière aval des fractions sortantes de ces sites, où elles vont, ce qu'elles deviennent, vraiment pour assurer la traçabilité des fractions. Des déchets que l'on collecte. Et puis mon autre casquette, c'est je suis l'ensemble des projets et sujets qu'on a autour des métaux critiques dans les D3E. Donc, la personne référente sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, tu n'es pas venue toute seule, on a Gaëtan Lefebvre, qui est ingénieur géologue et analyste des marchés des métaux au BRGM. Alors, BRGM, on connaît tous l'acronyme, mais bon, concrètement, qu'est-ce que fait le BRGM sur ces champs-là? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Oui, le BRGM, l'acronyme c'est pour Bureau de recherche géologique et minière, donc c'est vraiment un établissement public de référence, mais à vocation industrielle et commerciale, et donc on a tout un panel de sujets sur lesquels on essaye à la fois d'être un soutien aux politiques publiques et aussi de développer des actions de recherche scientifique. Et donc sur le thème des métaux critiques, on a donc une équipe qui s'appelle l'intelligence minérale, qui est vraiment chargée finalement de veille sur les marchés des métaux, mais également une autre équipe qui est en charge de développer des procédés innovants, notamment sur le recyclage, notamment des cartes électroniques.
Super. On compte vraiment sur toi pour nous éclaircir. On y reviendra tout de suite après sur un peu les définitions et puis un peu les enjeux en termes de ressources, qui est quelque chose quand même d'important. Alors, au-delà de tout ça, il y a aussi la partie faisabilité industrielle, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on est capable de récupérer, recycler un certain nombre de choses, mais ça se fait selon des technologies, des méthodes quand même très, très particulières. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Serge Kimbel, donc General Manager, directeur, on va dire, de WeCycling. Bonjour, bienvenue. Un petit souci de son, peut-être? Oui, voilà, ça y est. Excuse-moi, je n'ai bon. pas pris la main sur ce logiciel. Bonjour à tous. Peut-être juste un mot, Serge. Quelles sont, enfin, on reviendra dans le détail, mais quelles sont les activités de l'entreprise WeCycling? Bah, écoute, on travaille sur l'extraction des métaux stratégiques, des métaux rares, des métaux précieux. Bon, Gaëtan, je laisserai faire le tri entre ces différents métaux. Donc, on travaille à la fois sur l'extraction, à la fois sur la purification de ces métaux, donc ce qu'on appelle l'affinage, et derrière, sur la transformation de ces métaux en produits qui sont directement consommables par divers industriels. Donc, un vrai opérateur, que j'allais dire opérateur opérationnel, qui amène la transformation et la seconde vie. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle les règles. Hein. Bien entendu, c'est un webinaire qui est organisé par le pôle et écosystème. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire les différentes interventions un peu les unes derrière les autres, vu qu'on va être dans un temps un peu contraint. Je vous propose de poser les questions via l'onglet qui est à votre disposition. Donc, on essaiera de les traiter pendant le webinaire directement. Et de toute façon, on gardera un temps avec vous à la fin du webinaire pour traiter les questions un peu plus spécifiques et on gardera un temps d'échange à la fin du webinaire. Donc, bah, je vous propose de rentrer directement dans le concret. Voilà, bon, ça fait des années, moi je travaille dans l'éco-conception, on parle de métaux rares, de métaux critiques, stratégiques. Moi je suis complètement perdu des fois. Donc Gaëtan, est-ce que tu peux venir un petit peu à notre aide et nous donner un peu cette définition concrète et donner les enjeux ou les hotspots environnementaux ou de ressources associées? Bien sûr. Voilà, parfait. Je me demandais, le défile bien, c'est toujours plus facile avec des exemples. Bon, cette présentation est un travail collectif, hein, je tiens à le souligner aussi, vraiment, on est toute une équipe à travailler là-dessus. Et donc, ce qui est important, c'est que, justement, comme tu le disais, toutes ces définitions sont un peu floues parce que finalement, ce n'est pas une définition scientifique, c'est plutôt des caractéristiques économiques qui vont faire la différence entre les différentes dénominations. Donc, le plus facile, on peut commencer par les métaux précieux, parce que là, ils sont vraiment bien identifiés, c'est l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine ou les platinos. Et eux, ils sont vraiment caractérisés par des faibles tonnages et une forte valeur unitaire. Donc ça, mais ils ont donc un rôle dans diverses industries. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler les métaux dits majeurs, donc qui ont une production supérieure à 1 million de tonnes, et on peut globalement dire qu'ils assurent les fonctions fondamentales de l'industrie. Et donc, c'est là où on retrouve justement tout ce qui est fer, enfin les métaux ferreux, donc ce qui est lié à la fabrication de l'acier, le fer, le manganèse. Les métaux de base, c'est le cuivre, plomb, zinc essentiellement. Et on retrouve toute une panoplie de métaux d'alliage, donc qui sont intégrés dans les aciers ou dans d'autres éléments industriels pour améliorer les propriétés de ces éléments. Et enfin, donc, le groupe qui a émergé finalement plus récemment, donc on peut parler des métaux mineurs ou des métaux rares. Et là encore, c'est plus économique, c'est-à-dire inférieur à 1 million de tonnes. Il faut vraiment garder ça en tête. Et que tous ces petits métaux, en fait, sont utilisés en petite quantité et pour des propriétés spécifiques. Donc, c'est pour ça, ici, en mettant que deux exemples, il y a tous les métaux de l'électronique, c'est les propriétés semi-conductrices qui vont être recherchées. Donc, avec le silicium qui est la base de l'électronique moderne et tout un nombre d'éléments qu'on ajoute pour différentes propriétés comme le gallium, le germanium, l'indium, le tellure et bien d'autres. Et on peut également retrouver, donc, pour les propriétés magnétiques, il y aura principalement le néodyme comme exemple, donc, qui est une terre rare utilisée dans les aimants permanents néodyme fer-bore. Et donc, ça,
par exemple, dans tous les disques durs. Et c'est ces éléments-là qui ont permis la miniaturisation, en fait, des composants électroniques dans les équipements. Et 1 million de tonnes, c'est pas beaucoup, hein, au niveau mondial. Bon. Et d'un point de vue économique, ça se situe comment tout ça? Ben, justement, voilà, cette illustration est peut-être encore plus parlante parce que là, on a vraiment tout sur la même image. Et donc, les deux échelles ici sont la taille de marché qui est caractérisée à la fois par la production, donc le volume de production dont on a parlé, et la valeur unitaire. Et on voit très bien que les trois groupes se distinguent bien, avec en haut donc tout ce qui vont être les métaux fondamentaux pour l'industrie, donc on peut appeler les métaux ferreux ou les métaux de base. Le cas particulier des métaux rares au milieu, puisque en fait, ils peuvent avoir des très fortes valeurs unitaires, étant donné leur propriété. Donc là, on retrouve vraiment tout ce petit groupe. Et enfin, les métaux précieux à l'extrémité du schéma. Donc encore une fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus de détails, mais c'est voilà, vraiment garder en tête que c'est les caractéristiques économiques qui justifient ces classifications. Quand même, ce que je note, c'est qu'en 2018, on avait quand même certains métaux qui dépassaient les 100 millions de dollars la tonne, hein, si je comprends bien, ou qui étaient en limite. Oui, bien sûr, parce que souvent, oui, c'est possible. Parce que ça peut souvent être exprimé en kilos. Enfin, justement, les métaux, ces petits métaux sont souvent utilisés en tellement faible quantité qu'on a souvent la référence de prix au kilo, qui elle-même, ça peut être plus de 10 000 € le kilo, voire beaucoup plus. Et donc, on va vite si on passe à… Mais personne n'achète 1 tonne de ces métaux. C'est pour ça que les ordres de grandeur varient assez vite. On entend bien ça. Et voilà, ensuite, il y a d'autres types de classifications qui sont arrivées et qui, là encore, ne sont pas complètement scientifiques, mais là, il faut bien rappeler que ça dépend d'un acteur donné, en fait. Quand on parle de métaux rares, critiques ou stratégiques, c'est le point de vue d'un acteur sur ces métaux-là. Donc déjà, métal rare, ça, on vient d'en parler. Le plus facile, c'est de considérer donc soit le point de vue géologique, c'est-à-dire que leur capacité à se concentrer en gisement de manière géologique est faible. Mais usuellement, c'est plutôt donc cet aspect industriel et inférieur à 1 million de tonnes qui est retenu pour parler des métaux rares. Ensuite, les métaux stratégiques, on va plus y faire référence par rapport au caractère, comme son nom l'indique, stratégique pour soit une industrie, soit un État. Ça, typiquement, on pourrait dire que l'uranium peut être un métal stratégique pour la France. Et enfin, les métaux critiques, là, ça fait référence à des méthodologies qui ont été mises en place et qui essayent, ces méthodologies, de déterminer les risques d'approvisionnement qu'il y a sur une substance. Donc, on mesure la criticité d'un élément en fonction de l'importance économique qu'elle a et de l'impact économique à ne pas avoir cette substance. Donc, plus un métal est critique, plus ça veut dire qu'il y a des difficultés d'approvisionnement et que ça entraîne de forts impacts économiques. C'est une définition européenne sur les matériaux critiques ou c'est un peu plus… Oui, ouais. C'est un peu plus large que ça. Historiquement, d'ailleurs, on peut renvoyer au site internet là-dessus pour avoir un peu l'historique de ces définitions. La criticité, ça a émergé dans les années 2007-2010. En fait, c'est aux États-Unis la première fois qu'on a vraiment commencé à parler de ça. Et ensuite, ça c'est un peu, chacun se l'est un peu réapproprié. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, il y a une liste des métaux critiques qui est revue chaque année. Pareil, les pays commencent à avoir chacun des listes de métaux critiques. Donc, c'est quelque chose d'assez critique. La plupart du temps, ça veut dire que les investissements vont être dirigés vers ces métaux-là. Donc, soit pour améliorer la substitution. Quand on se rend compte qu'un métal est critique, on va essayer de chercher des substituts ou bien de chercher des alternatives à l'approvisionnement. Mais ça peut très bien être aussi juste à l'échelle d'un industriel. C'est-à-dire que dans les années 2010, Renault avait commencé à faire sa propre liste de métaux critiques et on commence à le voir de plus en plus à l'échelle de chaque entreprise en fait. Donc j'ai vu la Gaëtan, je l'ai transféré tout à l'heure via le chat parce que là j'ai pas la main de suite. Tu nous as fait passer des listes, vous aurez des liens pour accéder à ces listes sur la sécurité des approvisionnements, les substances critiques. J'ai une question sur matériaux nobles, c'est plus d'actualité ça peut être associé à métaux précieux. Honnêtement, c'est vraiment la même définition. Nobles et précieux, on parle en général de l'or, l'argent et les platinoïdes. Ok, et tout ça, c'est finalement, quand on parle de critique, c'est lié aussi à une demande, non?
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, oui, si on veut revenir vraiment sur le cœur de ce webinaire et donc pourquoi on s'intéresse aussi au recyclage, c'est aussi que la demande pour l'ensemble de ces métaux est exponentielle et donc liée aux transformations de la société, puisque les principaux moteurs de l'augmentation de la demande, aujourd'hui, on peut les considérer que c'est la transition numérique et la transition énergétique. Ici, c'est un exemple donc de l'Agence internationale de l'énergie qui a publié donc un rapport l'année dernière illustrant bien en fait ce passage entre les énergies fossiles et la transition énergétique qui demande d'utiliser des métaux de plus en plus abondants. Donc là, typiquement, on peut parler d'un facteur 6 en fait en termes d'utilisation du cuivre dans un véhicule quand on passe d'un véhicule conventionnel à un véhicule électrique. Ça va être la même chose quand on va regarder chaque énergie renouvelable, puisque chacune est en fait très intensive en différents métaux, mais également en appareil électronique, puisqu'on va de plus en plus vers connecter en fait ces systèmes avec des réseaux intelligents, et chaque réseau intelligent demande aussi des ressources minérales, mais souvent des métaux rares ou précieux pour bien fonctionner. C'est très très intéressant de voir les évolutions technologiques. Je prends le premier sur le véhicule électrique et le véhicule conventionnel où on a des transferts finalement des besoins en ressources. On le voit, c'est très flagrant. Alors juste pour information, on nous a demandé, bien entendu, on vous enverra les diaporamas et on fera une captation vidéo de l'événement d'aujourd'hui. Alors si on continue un petit peu sur cette partie de demande, d'explosion de la demande, il y a alors, ça rappellera des souvenirs à certains. C'est vrai qu'on, voilà, c'était aussi pour illustrer la différence entre éléments critiques et éléments stratégiques. Si on veut juste s'apesantir dessus, on va voir donc ici ce qui apparaît en rouge, c'est vraiment ceux pour lesquels on peut avoir des problèmes d'approvisionnement. Donc typiquement, on peut parler du cobalt et des terres rares. Donc vous voyez, c'est la série des lanthanides qui en fait ont vraiment plus des caractéristiques d'enjeux sur l'approvisionnement, tandis que des éléments comme le nickel ou le cuivre, on va plutôt dire qu'ils sont stratégiques parce qu'il y a un ensemble de sources, un ensemble de pays qui en produisent, donc c'est relativement facile de diversifier les sources d'approvisionnement, mais par contre, ils restent complètement stratégiques pour assurer ces transitions énergétiques ou numériques. Alors, sur la partie approvisionnement, là, on voit les éléments. C'est une espèce de cartographie des risques ou... Tout à fait. Là, c'est vraiment à l'échelle de l'Union européenne et c'est un peu pour, voilà, juste montrer finalement que les métaux sont partout et que les secteurs qui sont touchés sont stratégiques. Et pour vraiment faire le lien maintenant avec le recyclage des éléments électroniques, c'est aussi prendre en compte que l'Europe est très pauvre en termes de présence sur les chaînes de valeur de ces éléments à l'heure actuelle, mais par contre, elle est typiquement le deuxième ou le troisième marché sur la plupart de la consommation. Donc, que ce soit les énergies renouvelables, le véhicule électrique ou alors les équipements électroniques qui sont visés. Et donc, assurer une partie de l'approvisionnement, donc ça ne sera jamais tout l'approvisionnement, mais une des premières réponses, c'est de se dire, on passe par essayer de sécuriser les flux qui sont déjà en Europe. Si on arrive à extraire la valeur ajoutée qu'il y a dans les équipements en fin de vie, alors on peut répondre à une partie des enjeux futurs. C'est tout l'objet d'aujourd'hui. Juste un mot là pour tout le monde. Very High Risk for Supply. Oui. Est-ce que tu peux rappeler l'acronyme LREE, etc. Oui, en fait, LREE et HERE, ça veut dire c'est Light Rare Earth Element ou Heavy Rare Earth Element. Et donc, on fait vraiment référence, mais vraiment retenir l'aspect en fait aimant permanent. Donc c'est les aimants, enfin pardon, en français ce sont les terres rares qu'on qualifie de terres rares lourdes ou terres rares légères. Vous l'aviez sur le tableau de Mendeleïev, mais ce sont surtout les terres rares. Voilà, donc on voit bien ici les terres rares légères et les terres rares lourdes. Et c'est un mélange entre les deux. Donc c'est les éléments néodyme, dysprosium et praséodyme qui en fait servent dans toute une quête, enfin dans des aimants permanents qui, elles, sont un peu partout. Donc là, on voit que c'est à la fois pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, mais aussi tous les équipements électroniques, encore une fois, contiennent ces aimants permanents à terre rare. Et c'est là l'enjeu stratégique, parce que 80% de la fabrication des aimants reste en Chine aujourd'hui, et l'ensemble de la chaîne de valeur est contrôlé par des intérêts chinois.
D'où l'enjeu de récupérer la matière en Europe. Et si Tout je à comprends fait. bien, comment de ressources minérales qu'on puisse transformer comme ça, c'est le recyclage, hein. Exactement. Donc, pour parler vraiment des déchets d'équipements électriques et électroniques, on peut passer rapidement parce que l'idée ici, c'était bien de montrer que c'est en perpétuelle augmentation aussi la consommation de ces ressources, mais que, oui, l'autre idée, c'est que ils peuvent parfois, dans les équipements, être plus concentrés que dans les gisements naturels, ces métaux dont on vient. Mais par contre, les principaux enjeux dont on va parler aujourd'hui, c'est donc ils sont de 3 ordres. Donc c'est premièrement la collecte des objets en fin de vie, qui aujourd'hui reste très compliqué pour massifier les flux et en fait avoir une certaine harmonisation du gisement en entrée. Bien sûr, trouver des nouveaux procédés de recyclage parce qu'ils sont souvent contenus dans liés à beaucoup de résines par exemple ou de plastique desquels il faut les séparer pour pouvoir bien récupérer les métaux. Et enfin, c'est les débouchés, donc l'industrie de transformation. Et ça, je pense, Monsieur Kimball va bien nous en parler sur justement, est-ce qu'on a chez nous les gens qui peuvent directement réutiliser ces métaux issus du recyclage ou est-ce qu'ils sont un peu dégradés et donc il y a encore des choses à faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces enjeux. Merci, hein, c'est vraiment exceptionnel d'avoir eu à concentrer de l'information sur tous ces éléments-là. Bon, on pourra les réviser après, hein, parce qu'il y a quand même différentes choses et différentes manières de les appréhender, mais on voit bien que la problématique, c'est une problématique aujourd'hui de récupération et de valorisation, ce qui nous remet au centre de la mission d'écosystème, Alice, et qui nous amène à réfléchir et de voir comment ce qu'on fait aujourd'hui, parce que je me souviens du dernier webinaire qu'on a fait sur les piles et accumulateurs, où on se rendait compte, et c'était une découverte pour moi, que le lithium n'était pas forcément recyclé pour des problèmes économiques. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, le lien, vous faites le lien entre les biens d'équipement électrique et électronique et ces ressources qu'on peut avoir. Et sans doute, il y a des activités qui existent et puis des activités qui sont en devenir et qui sont en termes de recherche. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit état de lieu de là où on en est de la filière? Oui, tout à fait. C'est exactement pour ça que je suis là. Alors juste avant de commencer, comme vous l'a dit Samuel, on a une mission d'intérêt général avec un agrément des pouvoirs publics et un certain nombre d'objectifs à atteindre aussi qui sont donnés par les pouvoirs publics, par la directive. On doit atteindre un certain taux de collecte, un certain taux de recyclage, mais au-delà de ça, nous, on a voulu aussi mesurer plus précisément notre impact environnemental pour ne pas uniquement juste regarder une performance, on va dire massique, puisque les taux de recyclage, on est sur un ratio massique de ce qui est recyclé versus ce qu'on a collecté. On a voulu aller plus loin et donc regarder quel était le bilan environnemental de la filière. Donc voilà, tu peux tout dérouler. Enfin, stop, arrête-toi là. C'est pas pratique, hein, faut me traiter là. Donc voilà, là, vous avez quelques indicateurs du bilan environnemental pour l'activité 2021 d'écosystème sur le secteur ménager et lampes. Et donc, on a fait ces mesures de bilan environnemental sur 3 principaux indicateurs. On en a d'autres, mais là, c'est ceux plutôt qu'on a l'habitude de partager, que sont les émissions CO2, la consommation d'énergie et la consommation en ressources. Vous allez me dire quel est le rapport avec les métaux critiques. J'y viens. En fait, donc déjà, par rapport au calcul, on mesure bien évidemment les bénéfices du recyclage de la filière, mais on mesure également les impacts, c'est-à-dire forcément quand on utilise un camion pour amener des déchets d'un point A à un point B ou une usine de traitement, elle va émettre du CO2, consommer de l'énergie, donc c'est pris en compte. Et ensuite, on a le bilan global lorsqu'on fait la soustraction des bénéfices moins les impacts. Et en fait, ce qu'on a remarqué en regardant dans les détails les chiffres, c'est que pour ce qui concerne l'indicateur de consommation des matières premières brutes, en fait, c'est principalement les métaux précieux et les métaux stratégiques qui pèsent en fait dans cet indicateur. C'est-à-dire que si on les recyclait ou si on les recyclait pas, ça changerait rien sur le taux de recyclage.
Par contre, sur le bilan environnemental, c'est vraiment un énorme impact. C'est-à-dire que le plus on recycle de ces métaux précieux, stratégiques, critiques, le plus on améliore le bilan environnemental, tout simplement parce que les technologies et les ressources utilisées pour extraire ces matériaux primaires sont bien plus énergivores, émettrices de CO2 que les procédés de traitement, de recyclage. Oh bah, alors, Et donc, on en est où alors là-dessus, sur ce recyclage? voilà, ça nous a conforté dans nos actions pour aller essayer de développer le recyclage de ces matières qui est peu ou pas présent. Donc, mais d'abord, il fallait un petit peu identifier, comme un petit peu ce que vous a dit Gaëtan, c'est-à-dire il faut identifier les composants dans lesquels on retrouve ces matières. Donc, nous, dans nos projets de recherche, on a ciblé principalement les composants et déchets que vous voyez ici. Alors, bien évidemment, on a les cartes électroniques parce que ce sont des composants qui regroupent quand même un certain nombre de métaux, dont on a vu les métaux précieux, or, argent, le cuivre également, mais on va retrouver aussi du tantal. On va retrouver aussi de l'antimoine, en fait, qui est un combiné qu'on met avec les retardateurs de flamme bromée, antimoine qu'on retrouve aussi dans les plastiques. Autre composant qu'on va étudier, Gaëtan en a également parlé, ce sont les aimants qu'on appelle aimants permanents, mais donc aimants à terre rare, qu'on va retrouver dans les disques durs, aussi dans certains moteurs, notamment de la mobilité électrique. On va retrouver aussi dans certains haut-parleurs, petits haut-parleurs. Donc là encore, un composant intéressant. On va regarder également ce qu'on peut faire avec les lampes, alors qu'elles soient les lampes à économie d'énergie, donc fluo-compact, où on va retrouver un certain nombre d'éléments stratégiques dans les poudres, mais aussi dans les LED. Ces nouvelles lampes qui, finalement, elles aussi, contiennent des quantités, alors très faibles, mais en tout cas des métaux d'intérêt et des métaux précieux aussi, hein. On va retrouver également de l'or dans les LED. Donc, on a des projets de recherche également sur le sujet, j'en parlerai un petit peu après. C'est LED qu'on retrouve également dans les écrans plats. Donc, on peut avoir des projets de recherche qui combinent ces deux types de lampes LED. Et dans les écrans plats, on va également retrouver de l'indium. Donc, on va essayer aussi de voir si on peut recycler l'indium des écrans plats, où on va aussi avoir quelques terres rares. Donc, voilà, on a un panel assez large de projets de recherche. Je vais en parler après. Mais on essaye principalement de cibler les composants que vous voyez ici. Donc on sait, alors pour coup, c'est quand même pas mal, c'est qu'on sait ce qu'il y a dans les produits aujourd'hui, hein. Alors, ça ne coule pas de source. C'est justement l'un des premiers programmes, un des principaux programmes qu'on mène chez Écosystème, c'est qu'avant de lancer des projets de recherche, ou en tout cas pour alimenter les projets de recherche, ce qui est important, c'est aussi la connaissance. Il faut connaître les gisements potentiels pour pouvoir calibrer à peu près un process, ou en tout cas avoir une idée du gisement potentiel, que ce soit en termes de composants et aussi bien sûr en termes de métaux derrière qu'on veut recycler. Donc pour ça, nous, on mène en interne plusieurs programmes, dont un qui vise à démonter les équipements un par un, de peser chacune des pièces, de regarder de quel métal il s'agit, de quel plastique il s'agit, est-ce qu'il est bromé, est-ce qu'il n'est pas bromé, tout ça tout au long de l'année et tous les ans, pour vraiment avoir une base de données fiable sur et la plus précise possible sur la composition des équipements que l'on collecte. Et c'est vraiment important de maintenir ce programme parce qu'en fait, les flux collectés, ça évolue tout le temps, chaque année. On a des nouveaux produits mis sur le marché voilà, chaque année, chaque jour même presque. Donc forcément, ce qu'on collecte, ça va évoluer. On va avoir de la miniaturisation, on va avoir des changements technologiques, donc des métaux qui étaient présents à un instant T qui le seront un peu moins après. Donc il faut vraiment suivre cette évolution de composition de matière des flux qu'on collecte. La slide d'après, ça donne, c'est juste pour illustrer concrètement le démontage. Voilà, on va vraiment jusqu'à la petite pièce. Donc, on le fait également sur les machines à laver parce que là aussi, il y a des métaux. Alors, il y a des cartes électroniques aussi. Et on va même très finement puisque, par exemple, les moteurs des machines à laver, on va aussi les démonter et on va aller peser chacune des parties que compose ce moteur, le cuivre, etc. pour vraiment avoir une compréhension fine de la composition matière des flux qu'on collecte. Et encore plus loin ensuite, on va également, si on peut passer à la slide suivante, aller mesurer la composition en
métaux précieux, rares et même de base ou majeurs, dans les composants que je vous ai mentionnés plus haut. C'est-à-dire qu'on va mener des campagnes d'analyse de cartes électroniques d'un certain type d'équipement, ou bien certaines années, ça va être sur des aimants permanents, de disques durs ou sur des LED. Voilà, on essaye de varier un petit peu, toujours pour alimenter notre base de données et essayer d'être de plus en plus fin sur les estimations de gisements et de quantité de matière qu'on peut espérer récupérer dans les gisements collectés par écosystème. Mais Et juste tout une ça, question, là, oui. Alice. Les metteurs sur le marché, ils informent pas des contenus des produits qu'ils mettent pour éviter ce travail ou Alors pas toujours. Alors il me semble qu'il y a certaines réglementations qui sortent ou qui vont sortir, qui vont demander de plus en plus d'informations sur la composition des produits. Après, il faut aussi comprendre que, par exemple, quand on a un metteur sur le marché, qui met une carte électronique dans son équipement, c'est pas lui, qui a fabriqué, la carte électronique et il n'a pas forcément, la connaissance, et c'est même pas forcément évident de savoir quelle est la composition exacte de sa carte électronique, dans tel ou tel équipement, puisqu'elle est Hmm. fabriquée, à l'autre bout de la planète, comme l'a dit, Gaëtan. Donc lui-même, pour lui, Donc c'est compliqué. comment? Pour lui-même, c'est aussi compliqué, si je comprends bien. Voilà, en tout cas pour certains, il y en a peut-être qui mesurent, la totalité de leur chaîne d'approvisionnement et la composition fine de leurs produits. Mais voilà, nous, de toute façon, on est sur des produits qui ont 5-10 ans et cetera. On n'est pas sur, on collecte pas les produits mis sur le marché à l'heure actuelle. Donc, il faut voilà, c'est pas forcément des données qui étaient disponibles à l'époque et qu'on peut donc récupérer pour estimer les compositions des gisements collectés. Et donc, là, ces programmes-là que je vous ai présentés, à quoi ça sert? Ça c'est pas pour, juste pour avoir des données qu'on le fait, c'est simplement parce que ça alimente, beaucoup de programmes et de directions chez nous. Là, je vous donne quelques exemples. Donc ça sert bien sûr à mesurer, le bilan environnemental de la filière. C'est pas la seule, information pour faire ce calcul, mais c'est une information capitale de connaître la composition, des flux. On va également s'en servir, comme je l'ai dit, pour évaluer des gisements de matière disponibles et parfois, du coup, partager certaines de ces données avec des projets européens, par exemple. J'en parlerai juste après. Ça va également nous servir à permettre d'informer les producteurs adhérents, notamment via la mise à disposition d'inventaires de cycle de vie pour faire des calculs d'ACV, analyse de cycle de vie. Et donc, ça utilise ces données des différents programmes que j'ai mentionnés plus haut. Aussi pour l'outil recyclable qui sert à mesurer la recyclabilité des produits pour les producteurs. Et là aussi, ça va taper dans ces bases de données de composition matière. Et puis, enfin, ça nous sert bien sûr à chacun, à beaucoup en tout cas, de nos projets de recherche sur la thématique pour estimer les gisements ou identifier les composants, où ils sont, à quelle quantité, quels sont les équipements à privilégier. Voilà, toutes ces questions-là, ça va également servir. Donc, pour enchaîner sur la R&D, plus concrètement, qu'est-ce qu'on suit ou finance comme projet? On va avoir à la fois des projets qui sont plutôt amont, et donc plutôt tournés, enfin plutôt menés via des thèses, des doctorats ou des études avec la chaire mines urbaines que nous finançons. Pour autant, même si on est sur des projets amont, on cherche toujours à avoir un lien avec le terrain. C'est-à-dire qu'on essaye de partir toujours d'un besoin ou d'une demande d'un industriel, ou en tout cas que l'industriel y trouve un intérêt à faire cette recherche, cette voie exploratoire. Et donc là, c'est quelques exemples de thèses ou d'études que l'on a menées ou qui ont été menées dernièrement. Donc, on a mené une thèse sur la bioliquéfaction des cartes électroniques en collaboration avec le BRGM justement. Donc là, qui visait à essayer de séparer de manière sélective les métaux qui n'étaient pas encore recyclés dans ces cartes, avec des procédés du coup moins énergivores. On a également une étude sur, par exemple, le recyclage du tantal, qui a été menée en 2018 et qui a, suite à une présentation générale des résultats, intéressé un industriel du domaine des cartes électroniques qui, depuis, travaille avec l'école Chimie Paris pour intégrer cette technologie dans son procédé. Donc, ça donne aussi une vraie valorisation des projets amont, finalement, qui passent à l'étape suivante. On mène voilà, des thèses sur aussi la connaissance du gisement. Juste encore, reviens à la slide avant, je finis vite.
Donc, la connaissance du gisement, c'est important. Et donc, on mène aussi des thèses sur les méthodes d'échantillonnage des cartes électroniques qui sont très compliquées à échantillonner de par leur hétérogénéité. Et c'est important de savoir les échantillonner pour vraiment mesurer correctement la valeur et la quantité des métaux dans ces cartes. Sinon, les valeurs sont biaisées. Et puis, j'en ai parlé au début, l'antimoine, on le retrouve aussi dans les cartes électroniques et dans les plastiques. Et c'est un métal très stratégique, voire critique. Donc, on mène aussi une thèse sur comment on pourrait recycler ce métal dans les plastiques notamment, mais aussi dans les cartes qui sont du coup bromées et qui sont à l'heure actuelle éliminées. Et donc, voilà, il y a un potentiel de recyclage sur ce métal et toujours en lien avec les industriels du métier, le fournisseur d'antimoine d'un côté et puis les incinérateurs de plastique de l'autre. Donc, on ne fait pas dans notre coin, dans des laboratoires, on a toujours un lien avec le terrain. Et donc, pour finir, des projets encore plus appliqués directement, soit avec des industriels, soit avec des consortiums européens. Voilà, on peut être amené à mener des appels à projets. On l'a fait en 2018 sur un appel à projet pour la valorisation des cartes. On peut donc être partenaire de projets européens. Actuellement, on est partenaire du projet Futuram qui vise à quantifier, cartographier les stocks et les flux de matière critiques dans les D3E, mais dans plein d'autres déchets aussi. C'est un projet de 4 ans à plus de 14 millions d'euros de financement par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment une grosse base de données qui sera ensuite diffusée. Voilà, on a aussi des projets, on finance des projets avec des industriels pour essayer d'améliorer leur performance environnementale, notamment émissions zéro carbone pour un des procédés de traitement. Et puis, on aimerait aussi, notamment avec l'aide de WeCycling, essayer de développer des boucles de recyclage de métaux issus des D3E dans des nouveaux produits, pourquoi pas. On le fait avec des plastiques, maintenant, c'est assez connu et voilà, on en parle beaucoup. Par contre, on parle moins du recyclage des métaux qui pourtant se recycle bien et un métal recyclé n'est pas moins performant qu'un métal vierge. Hein, il ne va pas perdre de ses fonctionnalités. Donc voilà, c'est aussi une des actions qu'on aimerait développer davantage. Voilà un petit peu tout le panel de ce qu'on peut faire rapidement. Ouais, juste pour information, j'enverrai les liens juste après là, vers les études en cours. Les éléments de gisement qu'on a pu le voir, ils sont entièrement publics ou comment est partagée l'information qui est récoltée Alors, les informations qu'on récolte via les programmes internes écosystème, ce ne sont pas des informations publiques dans le détail. On peut être amené à partager des informations plus macro, mais les chiffres détaillés par équipement, etc., sont pour l'instant des données confidentielles. Ok. Alors, tu faisais le lien tout à l'heure avec WeCycling et voilà, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Serge Kimbel. Merci d'être avec nous. Oui. Après, j'ai quelques photos dans la présentation, donc Voilà, je m'excuse vraiment sur ce point-là, j'ai voulu bien faire en voulant donner la main à Serge. Mais merci en tout cas pour ces éléments. On a bien vu comment était arrivé, traité et ensuite tout ce qui se passait, mais je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu plus de détails pour mieux comprendre, d'autant plus qu'on a des questions relativement précises sur les procédés, donc qui s'adresseront sans doute à Alice et à Serge dans un second temps. Donc on voit bien ton écran, il faudrait juste mettre en plein écran si tu peux, en mode diaporama. Voilà. Et là, pour le coup, je vais te laisser la main parce que je sens qu'on est sur quelque chose d'extrêmement précis et détaillé et opérationnel. Alors, comment ça se passe, hein? Tu vas nous raconter ça. Ok, bah, pas de souci. Bah, moi, j'ai. Alors, zut, comment ça marche? Ah voilà, pardon. Je fais le parallèle avec ce que disait Alice tout à l'heure, effectivement, sur l'importance de ces métaux, l'extraction de ces métaux stratégiques dans le recyclage, tout simplement parce que en termes d'émissions carbone, effectivement, les métaux stratégiques, les métaux précieux, sont extrêmement émetteurs. On a ressorti des chiffres, nous, de nombreuses études, et il y a quelque chose qui est quand même assez parlant là-dessus, c'est que l'extraction de ces métaux représente en termes d'émissions à peu près l'équivalent, enfin, et même supérieur à l'ensemble des émissions qui sont générées par le trafic aérien, fret de passagers compris. Donc, c'est quand même très significatif. Donc, l'intérêt du recyclage, c'est de réduire très fortement cet impact, et on peut le voir notamment de par les quantités d'eau qui peuvent être utilisées ou la quantité de déchets qui peuvent être générés par l'extraction minière versus le recyclage. Donc, un chiffre qui est assez parlant, c'est celui de l'eau.
Pour 1 kg d'or, on consomme à peu près 2,3 millions de litres d'eau, alors que dans le recyclage, on est à 50, voire aujourd'hui plutôt 30. Donc, un impact qui est extrêmement positif pour la partie recyclage de ces métaux. Donc, ces métaux, on va les retrouver effectivement dans les déchets électroniques dans plusieurs endroits, notamment dans la carte électronique, dans les processeurs, dans les connectiques, dans les batteries, dans les aimants. Et on voit que, vu que la consommation de ces équipements est extrêmement exponentielle, eh bien, ça représente quand même des quantités qui sont très importantes. Hein. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 320 tonnes d'or qui est utilisé dans la fabrication de produits électriques et électroniques et 7500 tonnes pour l'argent. Où est-ce qu'ils sont situés exactement? En fait, une carte électronique, c'est composé de plusieurs couches qu'on appelle layers, donc qui vont être à la fois des couches de cuivre, des couches de fibres de verre, qui vont toutes être en sandwich. Il faut imaginer que certains circuits peuvent aller jusqu'à une trentaine de couches, ce qui rend effectivement l'opération de recyclage assez complexe, surtout quand on est naturellement challengé pour avoir des ratios et des taux de récupération qui sont élevés. Donc ça va se trouver à la fois dans la couche de support, mais naturellement aussi dans tous les composants et tout petits composants qu'on peut avoir sur cette carte. Je voulais donner quelques ordres de grandeur de concentration. On a différentes typologies de cartes électroniques. Ça peut être des cartes qu'on dit souvent dans le milieu du recyclage comme pauvres, les cartes qui sont des cartes d'alimentation qu'on retrouve là dans le CRT boards, donc avec des taux qui sont de l'ordre de 10 grammes d'or par tonne de cartes, hein, avec un peu plus de cuivre, des cartes de modem, des cartes d'ordinateur. On voit effectivement que ces cartes d'ordinateur, dans le temps, ont quand même beaucoup chuté en termes de concentration sur certains métaux comme l'or ou le palladium, puisqu'on est passé sur des cartes mères qui étaient plutôt à l'époque en 2000 autour de 160 voire plutôt même 200 grammes d'or à la tonne. Maintenant, aujourd'hui, on est plutôt à 50 voire 120, enfin entre 50 et 120 à peu près. Donc voilà, donc ces métaux, ils sont présents vraiment dans des concentrations quand même importantes, enfin faibles d'un point de vue technique, parce que pour les extraire, c'est compliqué, et je vais y revenir. Importantes, puisque Gaëtan le disait tout à l'heure, c'est plus important que dans ce qu'on va retrouver dans les minerais qui capturent ces métaux. Qu'est-ce que l'on fait, nous en particulier? On a la spécificité de faire cette extraction de métaux précieux et d'affinage de métaux précieux uniquement à partir de déchets. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, on n'est pas les seuls à faire naturellement l'extraction des métaux précieux dans les déchets électriques et électroniques, mais ce sont souvent des groupes miniers. On a la spécificité de ne le faire qu'avec des déchets. Donc, ça a pu nous permettre aussi d'adapter un peu ce process à cette typologie de matière et d'essayer d'avoir un environnement autour de ces process qui soit complètement adapté. Donc, on est basé, nous, entre Le Havre et Fécamp, enfin plus près de Fécamp. On a fait l'acquisition de ce terrain et de ces bâtiments il y a maintenant quasiment 4 ans. Et on traite à peu près une dizaine de milliers de tonnes de cartes électroniques avec une centaine de personnes sur le site. Vous avez vu tout à l'heure quelques phases. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cartes électroniques, dans un premier temps, nous, en tout cas, on a une action qui est mécanique, qui est plus liée à la taille d'introduction dans les unités de fusion. On a derrière des phases thermiques, des phases chimiques, des phases électrochimiques et des phases de transformation. Les phases thermiques, c'est pas juste fondre. Une phase de thermique, c'est vraiment une phase de traitement, puisque dans les phases de traitement thermique, on va opérer successivement plusieurs opérations d'oxydation et de réduction. Ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'on va oxyder un certain type de métal en le mettant dans une atmosphère spécifique et à la fois réduire pour éviter un mélange trop important entre la partie métallique qui va se retrouver dans le culot du four et la partie laitier qui va être en fait une sorte d'élément qui va faciliter la fusion, qui va se situer au-dessus du métal et qui va aussi permettre une certaine séparation des éléments, de capter ces oxydes et on va réduire à la fois, en réduire une certaine partie. Donc, c'est des opérations qu'on fait successivement jusqu'à atteindre la composition en termes de métal que l'on souhaite dans le culot. Pour autant, ce qui va sortir de ces phases de traitement, ce n'est pas du métal pur et ce n'est pas un seul métal. C'est un alliage de environ une vingtaine de métaux, voire plus,
qui va se retrouver dans ce culot. On va retraiter thermiquement pour le former sous forme de granules. Et ces granules, c'est ce qui va permettre derrière une attaque chimique pour permettre la séparation de ces différents métaux. Pour arriver à faire une séparation propre, on est obligé de passer dans une phase chimique qui, elle, va nous permettre de dissoudre en fait l'ensemble de ces métaux à travers différents acides, pareil, avec des étapes successives qui nous permettent de liquéfier l'ensemble et de travailler sur ce liquide pour pouvoir séparer un métal dans un premier temps, un deuxième. On va commencer en fonction de la composition du culot à sélectionner un métal ou un autre. Et ça, c'est des opérations qui s'effectuent donc par voie chimique, donc par voie de précipitation, par voie de sémentation, par voie de résine, par voie sélective. On a là effectivement une gamme qui est assez complète puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que notre produit entrant ne sont pas que des cartes électroniques. Ça va être des déchets qui proviennent de toute l'industrie. Donc, ça peut être des déchets qui sont sous forme de produits finis, mais ça peut être aussi des déchets qui sont sous forme pâteuse, liquide, solide. Donc, en fonction des compositions et des matrices, donc ce qu'on appelle matrice, nous, c'est vraiment la composition métal du produit, eh bien, on va adapter le séquençage de ces process. Là, vous voyez sur la photo de gauche une étape qui, elle, est plus une étape de finition. Les étapes d'attaque dont je vous parlais, c'est plus celles qu'on voit là dans les grands réacteurs qui nous permettent de faire cela, puisque à chaque fois, dans une étape de traitement chimique, il va falloir à la fois optimiser l'agitation, la température, le pH, les gaz qui sont présents pour arriver à ce que la réaction se fasse correctement. On a aussi beaucoup insisté, nous, sur la récupération du cuivre récemment. C'était un produit qu'on pré-travaillait, mais qu'on n'affinait pas. Donc, on formait, nous, à la base, plutôt des hydroxydes de cuivre. Et là, on a maintenant mis en place un process qui nous permet d'aller travailler un cuivre et de le rendre ce qu'on appelle ultra pur, puisqu'on dépasse des concentrations de 3,9 qui ont 99%, 99,9% de pureté, qui sont les grades dits LME. Donc la phase du dessus, comme vous voyez là, c'est des phases électrochimiques qui nous permettent d'affiner le métal. Donc ce qu'on appelle affiner, c'est que quand on va avoir fini ces phases de traitement chimique, on va avoir des métaux, se retrouver avec des sous-flux dans lesquels on va avoir une concentration de métal qui sera de l'ordre de 85, 90, 95%. Et naturellement, le métal, sous ces concentrations-là, ne va pas servir à grand monde parce qu'il va être associé à divers autres métaux qui vont le rendre impur et qui vont rendre son utilisation plus compliquée puisque ces impuretés seront amenées à varier. Donc, ce qu'on doit faire, nous, derrière, c'est un travail d'affinage et tirer le pourcentage de pureté de ce métal à 99,9. On peut avoir des demandes, nous, qui vont entre ce qu'on appelle la 3,9, la 4,9, voire la 5,9, puisque certains des métaux qu'on utilise et qu'on affine sont utilisés dans des formulations médicales. Donc, on va formuler tout ça et derrière, purifier ces métaux et les transformer. Donc, les métaux dont on parle, nous, que l'on travaille sur notre site, sont principalement l'or, l'argent et tous les platinoïdes, à part l'osmium. On travaille naturellement le cuivre. On travaille aussi le cobalt. Maintenant, on ne sait pas aujourd'hui encore comment l'affiner. Ça fait partie des axes de recherche que l'on a. Mais aujourd'hui, on arrive à le séparer déjà. Le zinc, le plomb, l'étain, pareil. Aujourd'hui, nous, on fait un sous-flux par rapport à ces matières-là. On n'a pas suffisamment de ces métaux présents dans les déchets qu'on peut collecter pour en faire l'affinage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va concentrer ces métaux dans un flux et derrière les envoyer sur des unités qui sont plus spécialisées sur ces métaux, qui sont plus communs, comme on a pu le voir tout à l'heure. Métaux majeurs, si j'ai bien retenu la leçon. Et lithium, qui est aussi un métal qu'on n'arrive pas à purifier, où on est en train d'étudier des stabilisations et on est encore en phase de recherche là-dessus. Par contre, sur tout ce qui est or, argent, platinoïde et le cuivre, là, ce sont des process que l'on maîtrise et qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec de nombreux industriels, à la fois sur la récupération, mais à la fois aussi sur la réintégration.
Tout à l'heure, on parlait des boucles d'économie circulaire que l'on travaille avec l'écosystème. C'est des choses qu'on travaille d'ores et déjà avec un certain nombre d'acteurs du monde de l'électronique, du monde de l'électrique, pour essayer de créer des boucles fermées, enfin semi-ouvertes, avec eux au sein de leurs usines, et aussi également à partir des rebuts des rebuts de production, et à partir également des produits finis qui seraient à même de collecter de façon diverse et variée. Donc ça, ce sont des choses qu'on travaille avec eux pour comprendre à quel moment de la production ces déchets sont formés, sous quelle concentration ils se présentent, et surtout de comprendre comment le métal lui est injecté dans la production, sous quelle forme, sous forme de nitrate, sous forme de chlorure, sous forme de cyanure, sous forme de granules. Il peut y avoir plusieurs méthodes, formulations possibles, et ce sont des choses aujourd'hui que l'on réalise pour le compte de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de produits? Alors, ça, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Nous, on travaille avec un champ d'action mondial, même si notre site de production est uniquement basé en France. On a également aussi une entité en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de déchets qui commencent à se générer qui se génèrent sur ce continent. Et c'est important effectivement de pouvoir travailler sur différents continents, tout simplement parce que dans certains cas, les métaux qu'on récupère pour le compte de nos clients sont envoyés sur leurs unités de fabrication qui ne sont pas forcément en France. Ça nous permet d'avoir une croissance qui est relativement soutenue, mais ça, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de la présentation. Je parlais des entrants, donc là, vous avez certaines photos des produits les plus jolis qu'on retrouve dans les déchets électriques et électroniques, c'est ceux qui sont les plus dorés, mais il y a des choses qui sont plus discrètes, que l'on ne voit moins, et qui sont pourtant tout autant importants à recycler, donc dans des connectiques, dans tout un tas de connecteurs et même de câbleries dans certains cas, qui sont importants. Pas que donc des déchets qui sont issus de l'électronique, en tout cas de produits finis, mais aussi de phases de fabrication. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des cendres, ça peut être des scories, ça peut être des catalyseurs, ça peut être des bains, ça peut être des boues, ça peut être des filtres qui sont utilisés aux diverses étapes de fabrication de ces produits. Qu'est-ce qu'on sort? Comme je vous disais, on a travaillé sur différents grades de cuivre, qui sont des grades de cuivre qui sont d'ailleurs communément utilisés dans l'industrie électrique. Donc là, on travaille sur ces différentes catégories et classifications de cuivre pour en former aujourd'hui des cathodes. Alors, des cathodes ou de la grenaille. On a ces deux formulations qui permettent aujourd'hui directement à des industriels de les utiliser dans la fabrication de nouveaux produits. Et avec ces compositions, autant vous dire que l'industriel, nos clients, ne voient aucunement la différence entre ce métal qui est fabriqué à 100% à partir de déchets, d'un métal qui pourrait être fabriqué à partir de 10% de déchets, 90% de miniers ou 100% de miniers. La même chose sur les différents autres métaux. Tout à l'heure, je parlais de formulation. Là, c'est quelques exemples de produits qu'on peut fabriquer. Sur les platinoïdes, les formulations sont un petit peu plus compliquées. On nous demande souvent des aminifications qui sont successives, donc ce qu'on appelle des tétramines de palladium, très communément utilisées dans le traitement de surface, dans l'électronique également. Pour le platine, les acides chloroplatiniques, ça c'est un des produits phares qui est souvent utilisé plutôt dans le milieu de l'hydrogène. Le rhodium, lui, va être utilisé principalement dans le milieu de la catalyse. L'argent, dans énormément d'applications. L'argent est présent vraiment partout. On a une très forte demande à la fois sur la granule et sur du nitrate, un peu sur des cyanures d'argent qui sont encore utilisés dans le milieu du traitement de surface pour plaquer certaines pièces. Hop. Et voilà, une photo de moi quand j'étais un peu plus jeune. On est tous pareils. Merci pour ces éléments-là. Alors pour le coup, là, on a des questions qui sont extrêmement précises qui arrivent. Donc on va essayer de voir si on peut, on a des éléments pour y répondre. Donc il y a Sébastien qui nous pose la question au niveau selon le batch. Par exemple, il parle des PCB ou batteries traitées par le process. Est-ce que vous devez réadapter les paramètres du fourneau spécifiquement? Ah oui.
Oui, oui, oui. Un badge ne fait pas l'autre, tout simplement parce que les teneurs en métal et les teneurs en plastique ne sont pas forcément les mêmes. Donc, nous, on se sert du plastique qui est contenu dans les cartes électroniques, pas uniquement comme un comburant, en fait. Hein. Ce plastique, naturellement, a un pouvoir calorifique qui fait que, finalement, ces phases de fusion ne sont pas si consommatrices que ça d'énergie, mais c'est surtout aussi très important de l'utiliser parce que, eh bien, il contient du carbone. Mais les taux de carbone qu'on peut avoir dans les produits ne sont pas les mêmes. Donc, on est obligé, à la fois parce que le PCI n'est pas le même, à la fois parce que le taux de carbone n'est pas le même, d'avoir des variations assez fortes sur les réglages qu'on doit effectuer sur le four, ce qui est assez contraignant d'ailleurs, puisque ça nécessite un pilotage un peu en direct de ces installations. Ce n'est pas quelque chose qui est automatisé, dans lequel on va enfourner le produit, le ressortir et puis passer à l'étape suivante. C'est un peu la spécificité, j'ai envie de dire, de quasiment l'intégralité des étapes du process d'affinage et sa complexité. Bon, c'est qui fait aussi qu'il y a aussi moins d'entrants naturellement sur ce secteur, mais c'est qu'on doit adapter en permanence ces process et réussir à faire fluctuer les différentes variables pour qu'on ait toujours les bons résultats. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement pointu. On Oui. voit qu'on arrive à des métaux extrêmement, on va dire, transformés. C'est mon chat qui vient, comme à chaque fois que je fais un webinaire, vous inquiétez pas, je vais le mettre dehors. La question sur la partie des rebuts, est-ce qu'il y a une grosse part, enfin, qu'est-ce qui se passe, comment vous traitez les déchets qui sont liés à votre activité, et en particulier qui peuvent être, dans lequel on peut avoir des présences de lithium si on comprend bien l'organisation? Le travail qu'on mène, hein, qui est intéressant de faire, finalement, le rebut qu'on peut avoir, nous, ce sont les métaux, les traces qu'on va récupérer à travers notre traitement de fumée. Hein, dans le traitement de fumée, on va récupérer une partie des oxydes métalliques, tout autant que dans le laitier. Donc ces deux éléments-là, ce sont les éléments qui sont à retravailler. Le laitier, c'est un élément qu'on peut retravailler et qu'on peut retravailler en interne et qu'on recycle en partie sur notre utilisation. Après, quand on arrive à enlever une partie de ces oxydes aussi du fondant, on a un élément qui est un borosilicate qui peut servir en sous-couche côtière. Mais les cendres, ça, c'est un vrai travail qui est complexe, parce que comme on l'évoquait juste à l'instant, on a des variations qui sont assez fortes sur les entrants. Donc, les compositions de cendres peuvent être très fortes. À la fois, on peut avoir une base zinc qui peut augmenter très fortement. À la fois, on peut avoir une base étain qui peut augmenter très fortement. Et si vous envoyez l'étain sur une unité qui affine du zinc ou inversement, ils ne sont pas très contents. Donc, c'est là où c'est complexe. Et c'est là où, en plus de ça, on va retrouver certains autres éléments qui seraient à extraire. Donc là, oui, il y a encore des axes de travail à effectuer. Enfin, j'ai envie de dire, sur quasi la totalité des étapes, de toute façon, il y a toujours des axes d'amélioration à apporter. C'est le propre de toute mon équipe qui fait la direction technique. Voilà, c'est composé de 6 personnes qui travaillent uniquement sur les process existants. Hein. D'ailleurs, peut-être Gaëtan a la réponse. Sur l'ensemble des métaux, est-ce qu'on a une idée alors de ces métaux particuliers, hein, je ne parle pas des aciers, etc. Est-ce qu'on a une idée du volume, du taux de recyclage, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a des éléments en termes de… C'est très compliqué aussi à évaluer. Dans la dernière slide de ma présentation, il y avait ce qui s'appelle, l'Union européenne qui a fait ce travail, qui appelle ça le Raw Material Scoreboard, en essayant de mesurer les flux et d'essayer d'avoir des pourcentages, au moins à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est déjà un travail qui est louable, mais en fait, beaucoup de choses sont, quand c'est fait en boucle fermée, ou en fait, ça échappe tellement, en fait, la quantification des flux est très difficile à faire. Donc, du coup, à l'échelle mondiale, c'est quasiment impossible, en fait, d'avoir des chiffres fiables. En fait, ceux pour lesquels, comme on disait, par exemple, l'aluminium, le cuivre, il y a des chiffres assez fiables parce qu'il y a des associations de consommateurs qui mesurent ça et qui ont, dont c'est leur travail, en fait, d'avoir ces chiffres. Mais pour les petits métaux, ça reste assez compliqué. D'accord. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question un peu économique, hein, parce qu'on l'a beaucoup traité, par exemple, sur les plastiques, alors ça change peut-être actuellement, là,
où les plastiques recyclés n'étaient pas forcément économiquement toujours intéressants. Serge, le prix en sortie de vos produits qui sont de forte valeur ajoutée, puisque bien très extrêmement purs, comment vous vous positionnez par rapport à la matière vierge? J'ai envie de dire de façon extrêmement compétitive, dans le sens où on a le même prix. Aujourd'hui, on est basé sur une cotation Londres, sur lequel on applique naturellement nos coefficients de transformation, enfin nos coûts de transformation et notre marge. Donc là-dessus, il y a quasi aucune différence entre les différents acteurs là, du marché. Alors, Est-ce que une question de secondaire, la matière coûtera le même prix. Le même prix, ouais. Est-ce que- D'accord. Ouais. Et justement, j'avais peut-être une question complémentaire sur le modèle économique de recycling. Si je comprends bien, enfin, est-ce que cette boucle fermée, c'est vraiment en fait avec les industriels avec lesquels vous travaillez, à la fois la récupération de leurs produits et avec lesquels vous revendez finalement la plupart des métaux en sortie. Donc c'est bien ça le modèle principal. Alors, on a plusieurs cas de figure. On a celui qu'on prône, c'est effectivement que l'industriel s'accapare la propriété de sa ressource stratégique et que nous soyons qu'un transformateur quelque part. Donc on va le client conserve la propriété de son client et nous, de son métal, je vais y arriver. Et on va lui fournir derrière la matière dont il a besoin pour refabriquer pour réintégrer la ligne de production. Ça, c'est un modèle. On a un modèle où, en fait, on est uniquement prestataire de recyclage. Donc, on va nous confier un flux. Derrière, on va le traiter et proposer un prix de rachat de cette matière. C'est un flux, d'ailleurs, qu'on doit augmenter, tout simplement parce que de l'autre côté, le troisième business model que l'on a, c'est tout simplement être provider de métaux. Donc, on a énormément de nos clients qui achètent nos métaux, mais qui n'ont pas forcément, et puis c'est forcément compréhensible, dans une production n'est pas là pour fabriquer des déchets. Donc, le métal, dans certains cas, il est directement dans le produit, donc ne se retrouve pas dans le déchet. Donc, ils ont une consommation de matière qui est plus forte que celle qu'on va retrouver dans les déchets de production. Et du coup, on a un déséquilibre qui se crée. Donc, c'est pour ça qu'on court un peu, on est toujours un peu à la course à l'équilibre entre les différents flux, à la fois en termes de déchets, à la fois en termes de clients qui pourraient être susceptibles de les consommer. Aujourd'hui, la balance est clairement très déséquilibrée puisque les demandes que l'on peut avoir, on a suscité un peu l'engouement à travers ce que l'on génère comme métal. Et cet engouement est tel qu'il est trop important par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui. Je comprends. D'où l'augmentation. D'un point de vue économique, parce qu'on l'avait vu sur la partie cuivre dans d'autres webinaires, est-ce qu'aujourd'hui on a un marché illégal qui est en train de se créer sur justement ces déchets à l'intérieur duquel il y a des matériaux à très forte valeur ajoutée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit apparaître? Illégal, vous dites? Illégal. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent voler, récupérer? Oui. Bon, voilà, là, ça, effectivement, je pense qu'il suffit de regarder les titres des journaux. Alors, c'est peut-être les journaux plus locaux qui vont vous parler du chemin de câble qui a été volé. Mais on regarde, je pense que la SNCF serait très bien positionnée pour nous expliquer à quel point il y a des problématiques de vol sur ce sujet. Oui. Je parle pas sur les produits. On a des vraies problématiques de pillage sur les équipements et notamment des composants à valeur. Par exemple, le plus souvent, ça va être sur les frigos où on va avoir un pillage du compresseur qui a des teneurs fortes en métaux et les cours étant ce qu'ils sont, c'est un des composants les plus pillés et donc on met en place des protections sur les centres de regroupement pour éviter ce pillage. On va avoir du pillage de câbles, là encore. Pareil, on vient couper les câbles parce que le cuivre, ça se revend. Et puis de cartes électroniques parfois si elles sont accessibles, mais c'est un composant plus compliqué à accéder. Donc nous-mêmes, on va dire l'étape amont, on va avoir ces problématiques de pillage. Et puis vous le retrouvez aussi dans d'autres secteurs, que ce soit dans l'automobile, les pots catalytiques qui sont effectivement des éléments qui contiennent beaucoup de PGM, de platinoïdes. Pareil, il y a vous arrivez en faisant vos courses de retrouver votre voiture sans votre pot, sans votre pot.
Enfin, je ne le souhaite pas, mais… Alors, je vous remercie à toutes et tous. J'ai une dernière question quand même pour Alice. Est-ce qu'aujourd'hui, Écosystème propose déjà des bonnes pratiques en conception pour faciliter le recyclage de ces métaux particuliers, hein, qu'ils soient rares, nobles, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont préconisées aujourd'hui? Alors, on a des préconisations d'éco-conception, alors en général, hein, sur un petit peu tout, pas uniquement focalisé sur les métaux stratégiques ou critiques en fonction voilà, du prisme qu'on regarde. On a donc ces aides, on va dire, à la conception, on peut les faire aussi au cas par cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des producteurs qui viennent nous voir et puis voilà, qui veulent avoir notre avis ou notre expertise avant de concevoir leurs produits, et on va travailler avec eux en regardant l'impact au niveau des centres de traitement, au niveau du bilan environnemental aussi, pourquoi pas, des taux de recyclage, enfin de recyclabilité, voir quelle est voilà, la solution optimum. Après, voilà, ils utilisent ces informations comme ils le souhaitent, mais on peut faire du travail à façon. Et aussi, dans nos outils de calcul, on a des recommandations, on va dire, assez générales, certaines sur les métaux critiques. Mais voilà, quand on veut vraiment plus de recommandations spécifiquement sur ce sujet, c'est plus intéressant d'aller dans le détail du métal impliqué, du composant impliqué, pour vraiment répondre le plus précisément à la demande. Et l'outil que vous utilisez pour le taux de recyclage, est-ce qu'il aide Alors, recyclabilité, et oui, il aide sur ces éléments. On a, vous pouvez aller voir sur, enfin, vous tapez recyclable écosystème sur Internet. On pourra vous rajouter le lien peut-être dans la présentation à la limite. Voilà. Alors, c'est un outil qui est disponible uniquement pour nos producteurs adhérents, mais qui, au-delà du calcul précis de recyclabilité, donne tout un tas de recommandations sur ce qui concerne les collages de pièces ou les éléments intégrés dans les composants ou dans l'équipement lui-même en termes justement de métaux critiques, de criticité, difficulté de recyclage, etc. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Donc, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des intervenants, Serge Kimbel, qui a bien voulu quand même partager avec nous un petit peu les secrets du cœur du réacteur, Gaëtan, qui a pu nous faire une super présentation pour nous remettre quand même de manière claire et précise les différentes définitions. Et puis Alice d'Écosystème a toujours là sur la partie soutien, études, et on voit qu'il y a encore des études en cours sur ces points-là. Alors, le prochain rendez-vous de nos webinaires, je crois que c'est le 8 juillet, le vendredi, 13h30 comme d'habitude. Alors, j'ai plus le sujet exact. Est-ce que Alice, tu l'avais? Je crois que c'était… Alors, ce sera une thématique autour des enjeux de la recyclabilité pour les D3E. Donc voilà, on boucle la boucle. On revient là-dessus, et avant l'été, une petite partie après ce webinaire un peu technique. Merci à toutes et tous, et je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve le 8 juillet. Au revoir. Au revoir, merci à tous.